Bonjour à tous. Je souhaite aujourd'hui vous présenter une œuvre de Maurice Merleau-Ponty qui s'intitule L'œil et l'esprit. Alors c'est une œuvre assez courte mais néanmoins réputée parfois assez difficile à comprendre. Donc j'aimerais juste vous donner quelques clés pour saisir la teneur de ce que défend en fait Merleau-Ponty et essayer de comprendre comment vous pouvez l'utiliser ensuite dans des copies, puisque l'an prochain nous avons les deux thèmes que sont l'art et la technique, et qu'il me semble que cette œuvre peut être assez judicieuse, à la fois parce qu'elle permet de défendre clairement une certaine position sur l'art, et aussi parce qu'elle peut être réfutée. Donc on peut aussi essayer de chercher les points d'achoppement du raisonnement de Merleau-Ponty. Donc voilà ce que je propose de faire. Donc, euh, de Maurice Merleau-Ponty, peut-être connaissez-vous la phénoménologie de la perception. Donc il s'est beaucoup intéressé à cette part des activités humaines qui consiste tout simplement à percevoir de manière sensible un espace. Peut-être savez-vous déjà, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que Maurice Merleau-Ponty appartient à ce qu'on appelle le courant phénoménologique en philosophie. Alors, qu'est-ce que ce courant? On va voir qu'il va se distinguer d'une forme d'idéalisme à la Descartes, mais aussi de l'autre côté d'un empirisme à la Hume. Et donc, il va falloir comprendre un petit peu ce point de vue, qui n'est pas exactement celui de Husserl, dont se revendique pourtant Merleau-Ponty, mais avec des différences. Alors, en quoi consiste cette approche phénoménologique? Eh bien, elle consiste à dire que le monde est ce qui m'apparaît, les phénomènes, c'est ce qui nous apparaît. Il y a toujours une subjectivité auquel le monde apparaît. Cette subjectivité est irréductible. Donc, le monde est ce dont je fais l'expérience sensible par mon corps, mes cinq sens, en première personne. Il y a toujours cette question du corps en première personne qui perçoit un espace. Et l'espace et le temps sont des espaces et des temps perçus, habités pour Merleau-Ponty, avant d'être mesurés, objectivés, mis à distance par la science. Donc il en va d'un refus de la position idéaliste d'un Descartes. Alors c'est à Descartes que s'oppose assez frontalement dans ce livre Merleau-Ponty, mais on pourrait penser qu'il s'oppose aussi à toute forme d'idéalisme, même celui de Platon par exemple. Alors qu'est-ce que défend un idéaliste? Eh bien il défend le contraire, il défend que le réel consiste en essence mathématique, en essence, c'est-à-dire en idée intelligible, que seul l'esprit en droit percevrait correctement. Et pour Descartes, en fait, la perception sensible n'est qu'une sorte de béquille, l'occasion pour l'esprit de se saisir de ce qui existe vraiment, à savoir les idées, les relations entre des nombres. Donc on voit bien que Merleau-Ponty, en fait, sa position n'est compréhensible que contre en fait, celle des idéalistes qui valorisent beaucoup trop l'esprit. Et donc toute la pensée de Merleau-Ponty va consister à revaloriser le corps, mais pas tout à fait comme les empiristes. On va voir cette différence. Alors, Merleau-Ponty critique, il ne sait pas qu'il n'apprécie pas la science, mais il pense que la science peut conduire à une pensée de survol, et l'idéalisme en tout cas, c'est-à-dire penser que la science donne le seul accès en fait, à la réalité, pour lui, ça consiste en une réduction en fait, dommageable de ce qui existe vraiment. Quantifier le monde, le ranger sous des lois abstraites, ce n'est pas habiter le monde, et ce n'est pas lui donner sens. Or, si on veut avoir accès à une réalité pour un homme, eh bien, il faut partir de la perception du corps, etc. Et donc, à ce titre, l'art va occuper une place privilégiée parce que, on va dire en contrepoint avec la science qui va vers de l'abstraction grandissante et qui nous tire du côté du seul intelligible, l'art indique que pour un homme, vivre, ce n'est pas seulement abstraire, ce n'est pas seulement quantifier, ce n'est pas seulement mesurer mathématiquement ou extraire par des lois des constantes, etc. Vivre, c'est avant tout habiter avec son corps un espace vécu. Et donc c'est ça que l'art, en fait, rendrait visible. Et ce serait sa fonction. Cet espace vécu est polarisé par nos perspectives, nos intérêts. C'est un espace avec un haut, un bas, une gauche, une droite. Donc du chaud, du froid, etc. Et donc, en fonction de nos perspectives sur tel ou tel objet, et bien finalement le monde varie en tonalité, en atmosphère, et c'est cela qui donne une texture particulière au monde. Et
Donc l'intersubjectivité après intervient pour finalement permettre de dire que c'est bien du même monde que nous parlons. Mais en tout cas, le véritable espace pour Merleau-Ponty n'est pas mesuré, il est perçu, vécu avec une approche qualitative, et nous projetons sur cet espace en fait notre propre schéma corporel. Alors la notion de schéma corporel, c'est la première notion qu'il faut faire intervenir dans les copies si vous voulez parler de Merleau-Ponty. Qu'est-ce que c'est que ce schéma corporel? Eh bien c'est en quelque sorte le montage de nos cinq sens, de tous nos organes de perception qui sont aussi en mouvement. Hein, donc ce ne sont pas nous ne voyons pas le monde comme un œil fixe d'une caméra objective avec un seul point de vue. Nous voyons avec nos deux yeux et notre tête qui bouge, notre mouvement, etc. Et nous pouvons tourner autour des objets, même s'il y a une sorte on va dire de diamant noir, c'est-à-dire que notre corps constitue en quelque sorte une sorte d'angle mort. Hein. On ne peut pas percevoir l'intégralité de l'espace. Par exemple, là, il y a derrière moi un angle que je ne perçois pas, même si je peux tourner en fait autour des objets et même percevoir mon propre corps dans l'espace perçu. Donc de même que l'espace ne se réduit pas autant à l'espace qui est mesuré par les scientifiques avec voilà, des outils de mesure précis, de même le véritable temps n'est pas celui qui est mesuré par la montre, selon Merleau-Ponty, mais il est celui qui est vécu avec ce qu'on appelle de manière technique depuis Husserl, mais on pourrait dire en amont depuis Saint-Augustin, avec des rétentions, c'est-à-dire on va retenir par la mémoire des temporalités. On va aussi développer de l'attention face à ce qui est présent et on va développer des protensions, des projections vers l'avenir. Et donc bien sûr que le temps en fait en art n'est pas le temps qui est mesuré. Et percevoir par exemple une note de musique, ça Husserl le note déjà, c'est toujours entendre encore en fonction du morceau qui est joué les notes précédentes et entendre déjà les harmoniques, les notes qui vont venir. Donc on ne peut pas percevoir isolément telle note, abstraire une note d'une totalité. On a une approche holiste ici de l'expérience et l'art vient finalement nous confirmer que c'est ainsi que nous percevons de manière primaire, originelle le monde avant d'entreprendre dans un deuxième temps d'abstraire des choses donc grâce à la science. Alors c'est la même chose pour les couleurs, hein. Par exemple les artistes nous le montrent bien, on ne perçoit jamais le rouge dans l'absolu, le rouge séparément, séparé du cercle chromatique et des couleurs qui l'environnent. On perçoit le rouge dans sa complémentarité avec le vert, hein, il va ressortir plus fort si sa complémentaire est à côté. Et cela s'est étudié par des penseurs de la couleur tels que Goethe dans la théorie des couleurs, auquel je vous invite à laquelle je vous invite à jeter un œil parce que c'est très intéressant sur les contrastes, etc. Il y a toute une réflexion sur le noir, le blanc, etc. Et la perception et même les persistances rétiniennes avec des ombres colorées. Quand par exemple une servante passe avec un vêtement rouge, si on l'a beaucoup regardé, ensuite si on ferme les yeux et qu'on clignote nos yeux sur un espace blanc, on va percevoir une ombre verte. Donc c'est assez révélateur en fait de notre manière de percevoir les couleurs, non pas isolément mais dans un tout. Kandinsky, Vassily Kandinsky, dont on étudiera du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, continue sur cette réflexion du rapport des couleurs entre elles et de leur capacité à être à créer soit des espaces concentriques, des espaces excentriques, c'est-à-dire à donner l'impression de rayonner ou au contraire de se refermer vers l'intérieur. Donc par exemple le bleu d'un monochrome de Klein va donner l'impression d'une immersion en fait, du corps dans un espace, alors que le jaune est plus rayonnant, donc d'après des observations de Kandinsky sur des effets en fait, que produisent les couleurs sur nous. Et bien sûr, si on met telle couleur dans telle forme, eh bien, ça va produire des effets différents. Par exemple, Kandinsky pense qu'il faut mettre le jaune dans un triangle pour obtenir plus d'effets. Et donc, il réfléchit aussi sur les adéquations des couleurs et des formes, donc pour créer des champs colorés dynamiques. Ce que, bien sûr, Paul Klee va aussi réfléchir avec la dynamique en fait, des espaces qu'on crée avec des damiers, avec des petits cygnes, hein, des jardins de cygnes
qui vont de manière corrélative en fait fonctionner plus ou moins bien. Donc même quand on perçoit un champ perceptif abstrait, avec des couleurs et des formes qui ne signifient rien, et bien en fait on va polariser l'espace, on va lui donner un certain sens. Alors une autre notion qui est importante que vous pouvez mobiliser dans les copies quand vous parlez de Merleau-Ponty, c'est la notion de synesthésie. Parce que s'il y a un schéma corporel qui permet globalement d'appréhender, d'avoir l'expérience d'un espace global, eh bien c'est parce qu'il y a aussi des phénomènes de synesthésie, sun voulant dire en grec avec et aesthésis la perception. Donc en fait il y a une correspondance des cinq sens, ce que Baudelaire avait déjà rappelé dans un vers célèbre, hein, donc les couleurs, les odeurs, les sons se répondent. Et bien en fait cela intéresse particulièrement Merleau-Ponty, mais aussi Kandinsky, hein, qui va examiner comment des concerts de Schoenberg peuvent donner des espaces colorés en fait correspondants. Tous ces phénomènes de synesthésie révèlent que la perception est quelque chose de complexe à appréhender et l'art serait le lieu particulier d'exploration de ce que signifie voir. Alors Goethe a une phrase assez célèbre là-dessus, il dit que c'est vrai que avoir conscience de ce qui nous entoure, penser les choses, c'est encore mieux que savoir ou expliquer le monde. Donc Denken vaut encore mieux que Wissen ou Erklären, on va dire. Mais il y a quelque chose d'encore supérieur, à savoir Anschauen, c'est-à-dire la perception sensible. Ça, c'est encore plus complexe, en fait, encore plus compliqué à comprendre, et c'est encore plus une clé pour comprendre le rapport du corps et de l'esprit, le mystère de notre rapport au monde, de notre incarnation. Ça, ce serait un terme assez intéressant aussi à creuser à partir de Merleau-Ponty. Le fait que nous ne soyons pas un pur esprit, mais nous soyons un esprit incarné dans un corps, et donc nous avons toujours besoin de la matérialité pour donner du sens au monde. Un des mots-clés également ici sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est le terme de holisme. Hein, holos, ça veut dire tout. Donc l'art nous donne une expérience en fait assez particulière où on voit que c'est comme si le tout précédait les parties. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les couleurs d'abord les unes à côté des autres et ensuite on les relierait par je ne sais quel miracle, par l'esprit ou par l'imagination. Non. On n'a pas des sciences d'état isolés, donc ça c'est une différence par rapport à l'empirisme d'un Locke ou d'un Hume. On a chez un phénoménologue une approche holistique que l'art révèle, c'est-à-dire que c'est comme si en fait chaque donnée particulière qu'on perçoit dans un espace contenait l'intégrale virtuellement de toute l'expérience. Comme si on entendait telle note à tel moment, et bien en fait on pouvait entendre tout le morceau finalement. De manière un peu virtuelle. Alors bien sûr, ça ne vaut que si on est plongé dans cette expérience. Vous voyez, c'est comme si on entendait un morceau et puis d'un coup on s'arrêtait dans la courbe des notes. Et bien en fait, on pourrait faire le différentiel, si on reprend le vocabulaire leibnizien, qui serait la tension en fait qui nous indiquerait qu'avant il y a eu telle note et après il y aura telle note. Et on pourrait avoir l'intégralité de l'expérience potentiellement dans un seul espace du temps. Alors ça, c'est la monadologie leibnizienne, hein, qui est derrière, puisque en fait il y a une source leibnizienne à tout ça. Alors je terminerai par deux notions, ce premier volet sur Merleau-Ponty, par la notion de prégnance symbolique, qui est un petit peu curieuse, voilà, peut-être un peu difficile à appréhender, mais au moins il faut aussi savoir de quoi on parle quand on parle de Merleau-Ponty, parce que sinon on a l'impression que c'est assez poétique tout ce qu'il dit. Alors qu'en fait, par le terme de prégnance symbolique, il désigne exactement ce que je viens de vous dire, à savoir que à chaque donnée sensible perçue, en fait, on donne toujours déjà un sens. En fait, on va orienter notre attention sur l'objet d'une certaine manière, avec une certaine tension, et donc on va en quelque sorte colorer notre perception de tel point de l'espace ou du temps par tout ce qu'il y a autour, et également par notre approche. Hein. Si par exemple on est très anxieux, eh bien, on va faire ressortir telle perception qu'on va intégrer dans une atmosphère anxieuse par exemple. Les artistes aiment bien créer justement aussi ce qu'on appelle des atmosphères, des Stimmungen, hein, ou par exemple créer des champs colorés dans lesquels des objets sont perçus différemment. On peut penser à James Turrell ou voilà, tout ce qui est groupe Fluxus. Et donc tout cela, selon Merleau-Ponty, en fait, ça révèle l'entrelacement du sensible et du sens. Donc là, l'entrelacement, ça semble très poétique, on a envie de dire, mais
comment notre corps et notre esprit s'entrelaceraient-ils? Qu'est-ce que ça signifie qu'il y a un chiasme entre le corps et